Aujourd'hui, 12 mai, c'est la journée internationale des infirmières en hommage à la naissance, le 12 mai 1820, de Florence Nightingale, infirmière britannique, pionnière des soins infirmiers modernes et de l'utilisation des statistiques dans le domaine de la santé. Saluons donc toutes les infirmières et tous les infirmiers du Burkina, de l'Afrique et du monde pour les actes nobles qu'ils accomplissent chaque jour pour notre bien-être et pour le développement de nos sociétés. Nous parlons également d'un aspect du développement de nos sociétés dans le prétoire du tribunal de l'actualité aujourd'hui, puisque nous évoquons la protection et la bonne gestion de vos données, de nos données personnelles. Avec Kouliga Désiré Yameogo, il est directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Commission de l'informatique et des libertés. Bonjour Monsieur Yameogo et merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Le juge Geoffroy Vara siège pour l'audience de ce vendredi. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour Président Toumandi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tray TV et en simultané sur Watt FM, c'est la radio 100% urbaine, ainsi que sur nos plateformes numériques. Et voici la séquence avant-propos pour démarrer et c'est une séquence que je convoque dès maintenant. Le juge Geoffroy Vara est en place et va partager avec vous son avant-propos du jour. Oui. Merci Président. Mon avant-propos va concerner le Centre national d'appel qui a fait le point de son premier mois avec les nombreux appels reçus, 2256. On sait que cela a été mis en place pour pouvoir diligenter un certain nombre de requêtes concernant les questions de terrorisme, de banditisme, de gouvernance et autres. Et ce qui est fort remarquable déjà, c'est que on se rend compte que il y a quand même 88,94% des alertes exploitables qui ont porté sur le terrorisme et la criminalité organisée et 11,06% ont été consacrés à la dénonciation des faits de malgouvernance. Mais ça, c'est dans ce que vous avez qui soit d'appels intéressants. Mais quand ils font les statistiques sur les 2256 appels et messages reçus, il y a quand même 1420 appels et messages polluants. Donc, ça veut dire que pour la dynamique, il y a beaucoup de Burkinabés qui n'ont pas encore compris, mais ils expliquent aussi cela par le fait que dès les premiers jours, les premières heures, la plupart déjà appelaient pour voir si ça marche vraiment, si ce qu'on dit c'est vrai et tout. Alors que tout ça, ça entre dans les appels polluants à partir du moment où on n'appelle pas pour dénoncer quelque chose de façon précise. Donc, on espère que ça va aller en descendant puisque ça mobilise des gens qui sont là pour un travail à autre chose, à traiter en fait la non-matière. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. Et j'espère qu'avec le premier point qui a été fait par la direction de la communication présidentielle, avec Noufé à sa tête, aura, je pense, une oreille attentive. Mais c'est intéressant d'apprendre au moins que les Burkinabés y adhèrent, parce que sur les questions de gouvernance, il y a quand même beaucoup d'appels, sur les questions de terrorisme. Et on nous fait comprendre aussi que même certains terroristes ont eux-mêmes aussi appelé pour voir comment est-ce qu'ils peuvent revenir dans la République et puis qu'est-ce qui est prévu pour eux. Donc ça veut dire que les missions qui ont été assignées dans chacun des canaux, en tout cas il y a face au mécanisme qui a été mis en place, en tout cas un besoin qui est exprimé. Donc on attend de voir comment tout cela va se poursuivre. Maintenant moi, la crainte que j'avais dès le départ, c'est que les gens soient plus enclins maintenant à appeler à la présidence se disant que c'est le président qui va écouter, donc c'est sûr que la solution va venir plus vite et dans ce cas de figure, il risque d'être débordé. Débordé pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas seulement qu'il y ait les questions de terrorisme, il y a les déguerpissements déjà qui sont très posés au niveau du CNA et autres éléments. Si chacun pour son problème social va commencer à appeler la présidence, je me demande dans tout cela comment est-ce qu'on va on va se démêler. Mais en tout cas, on va observer comment ça va continuer de fonctionner et peut-être qu'ils seront obligés aussi d'élaguer à la fin sur le type de requête qui devrait leur échoir. Peut-être que ça aussi c'est un élément qui va venir après. Un élément qui va venir après, appelez le 199, mais faites
tâche utile, œuvre utile, en appelant pour des considérations qui valent vraiment la peine. C'est la 5e et la dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, une audience qui évoque les défis, enjeux et perspectives de la protection des données personnelles à la faveur de la tenue à Ouagadougou de la 6e conférence internationale ainsi que de l'Assemblée générale du réseau africain des autorités de protection personnelle. Pour ce faire, nous avons convoqué Kouliga Désiré Yameogo, directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Commission de l'informatique et des libertés. Détour dans un premier temps par des questions de généralité avant d'entrer dans le vif du sujet. Juge Geoffroy Vara. Oui, c'est vrai qu'on parle de données toujours à caractère personnel. Bon, le citoyen lambda, il s'est dit, bon, quand c'est personnel, quand est-ce que ça ne l'est pas? Et puis les données, là, c'est de quoi on parle. Peut-être qu'on va faire un peu de pédagogie pour commencer. Ok. De prime abord, je tiens à remercier la direction de Tri TV pour cette invitation donc, à parler de la protection des données à caractère personnel. Pour revenir sur la question, on retrouve donc la définition de la notion de données à caractère personnel dans la loi portant protection des données à caractère personnel, notamment donc à son article 5, qui dit que quand on parle de données à caractère personnel, il s'agit d'informations qui permettent donc d'identifier soit directement ou indirectement une personne physique. Donc, dans cette définition, il faut retenir au moins 3 éléments qui permettent donc d'identifier directement. Vous avez donc votre nom, votre prénom. Lorsqu'on dit je vous ferai voir, on sait d'office de qui il s'agit. Mais maintenant, indirectement, nous avons donc des éléments. Quand on prend donc le numéro de téléphone, c'est une donnée à caractère personnel. Mais de prime abord, lorsqu'on soumet ce numéro-là à une personne, on ne peut pas savoir qui se cache derrière. Il faut donc associer d'autres éléments, notamment l'introduire dans une base de données de la téléphonie mobile concernée pour savoir donc qu'il s'agit donc du numéro de téléphone de telle personne. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, il faut dire qu'il y a également d'autres éléments qui permettent de collecter des données à caractère personnel. Il faut dire que toutes nos activités que nous menons donc sur Internet, que ce soit les recherches et autres, permettent plus ou moins à ces plateformes-là de définir le profil qui se cache derrière notre personnalité. À travers donc les achats que nous faisons en ligne, on peut arriver plus ou moins à savoir donc qui se cache derrière. Donc la donnée à caractère personnel, c'est le nom, le prénom, par exemple le bulletin de salaire, le numéro de sécurité sociale, et notre carte d'identité. Tous ces éléments-là sont considérés comme étant des données à caractère personnel. Et ça veut dire que la divulgation par un tiers, c'est passible de sanctions, c'est ça? Ou bien... Exactement. Et également, quand on parle de données à caractère personnel, il faut dire qu'il y a des principes. Et ces principes sont contenus dans la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Et le premier principe, c'est le principe du consentement. Okay. Alors, vous n'avez pas le droit de divulguer des informations à caractère personnel d'une personne sans au préalable requérir son consentement. Et c'est ce que nous constatons donc au quotidien. Par exemple, vous êtes assis dans un maquis en train de prendre un pot avec un ami et à l'occasion, il y a une photo qui est prise et quelque temps après, vous retrouvez cette photo sur Facebook où on dit, voilà, c'est tel endroit qui est doux. Pour dire que cela n'est pas conforme donc à l'esprit de la loi portant protection des données à caractère personnel. Il faut au préalable requérir l'avis de la personne avant donc de utiliser cette photo-là. Et au-delà, lorsqu'on collecte une information, il y a une finalité qui est recherchée à travers cette collecte-là. Par exemple, on vient de me prendre en photo tout de suite. C'est parce que je suis donc dans le cadre de cette émission que cette photo-là a été prise. Alors, elle ne doit pas être utilisée pour une autre finalité. Genre, retrouver cette photo, être en train d'être utilisée pour illustrer un autre événement. On parle là en ce moment donc de détournement de finalité. Donc, voici donc quelques éléments qui permettent donc d'encadrer la protection des données à caractère personnel, pour dire que la violation de ces principes-là sont passibles donc de sanctions qui sont prévues dans la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Je continue pas, c'est très pédagogique, c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui regardent l'émission, mais en même temps, est-ce que le caractère personnel là, ça vaut de façon équitable pour tout le monde? Je m'explique.
un personnage public, quelquefois on a l'impression que, comme certains le disent, il est public, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de privé même qui appartient à tout le monde. Et je ne sais pas, vous allez voir une méconduite par exemple d'une autorité, quelqu'un prend la photo et il balance. C'est un caractère personnel, puisque c'est son visage, c'est tout, mais c'est quelqu'un qui était une autorité qui se retrouve dans un cercle public. Voilà, c'est cela, public. Un cercle public, mais qui peut-être pose des actes qui pourraient être répréhensibles. Alors, à ce niveau, il convient donc de faire un peu la part des choses entre la question de la protection des données à caractère personnel, qui est également un droit spécifique, et les droits à l'image de façon générale. Voilà, ce que vous évoquez, quand on parle donc du droit à l'image, il y a deux types de personnes à prendre en considération. Et nous, en tant que particuliers, j'ai dit en tant que particuliers, nous ne sommes pas des personnalités publiques, donc nous bénéficions donc d'une protection assez élevée. Voilà, donc c'est une protection assez élevée en ce qui nous concerne. Mais par contre, l'autorité publique qui participe à une manifestation ou qui, à l'occasion donc de l'exercice de sa fonction, se fait donc filmer ou photographier, alors cette photo-là peut être utilisée, s'il s'agit donc de l'illustration d'un article de presse, peut être utilisée donc dans ce cadre-là. Mais faisons donc attention. Il y a donc l'intention qui se cache en arrière-plan. Si c'est utilisé pour dénigrer, parce que le juge donc va apprécier. Si c'est utilisé donc pour dénigrer l'intéressé, alors on va se dire que ça sort donc du contexte et l'intéressé donc pourra faire l'objet de poursuites. Mais il faut le dire également, ce sont des personnalités publiques certes, mais elles ont le droit donc à une vie privée. Voilà, le président ou une autorité qui dans son salon en train donc d'échanger avec, de recevoir des amis et autres, vous n'avez pas en principe le droit d'utiliser cette image-là, donc sans son consentement en réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'accord, non, c'est bien sûr. Alors, Cap, il y a beaucoup d'actes comme ça que l'on pose sans savoir quelles pourraient être les conséquences. On vient de parler de justice, ça veut dire qu'il y a des actes qui peuvent être convoqués devant les juges, devant un tribunal. En voici un d'ailleurs. Il y a lieu donc de protéger les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, notamment des réseaux sociaux, de plus en plus nombreux, des différentes manipulations de leurs données personnelles. C'est la raison d'être de la création en 2016 à Ouagadougou du réseau africain des autorités de protection des données personnelles qui regroupe actuellement plus d'une vingtaine de structures œuvrant dans ce domaine et qui vient de tenir ses instances annuelles dans la capitale burkinabé. Tout d'abord, M. Yambougo, que retenir de ces 3 jours d'échange autour de la protection des données personnelles et de la vie privée sur les plateformes numériques, thème de cette conférence internationale? C'est pour cette question. Comme vous l'avez si bien souligné, c'est en 2016 que 9 autorités de protection qui, lors donc d'un forum international sur la protection des données à caractère personnel, ont décidé donc de créer ce réseau-là. Et le réseau a entre autres pour objectif de permettre à l'Afrique de donner donc sa voix lorsqu'il s'agit également de parler de protection des données à caractère personnel. Parce que quand on parle d'Internet aujourd'hui, il faut se dire que c'est un phénomène transfrontalier. Voilà, sans frontières, ce qui est réprimé ici peut se retrouver de l'autre côté, ainsi de suite. Donc il faut une synergie d'action entre ces acteurs-là pour mener à bien leur mission. Et au fil des années, le nombre donc d'acteurs a augmenté et aujourd'hui on était à 23 États et à l'occasion donc de cette conférence-là, il y a eu de nouvelles adhésions à cette association-là. Que retenir de ces 2 jours de travaux? Ces 2 jours de travaux ont permis donc aux autorités de protection d'échanger sur un certain nombre de thématiques. Et en premier lieu, c'est la question donc des plateformes numériques et les dérives que nous rencontrons sur ces plateformes-là. Et il y a une unanimité donc autour de la question qu'aujourd'hui, Internet est un facteur qui peut contribuer donc à déstabiliser un pays. C'est un facteur où une plateforme
où on rencontre beaucoup de dérives. Et il est venu donc exacerber donc un certain nombre de dérives que nous rencontrons auparavant dans la vie publique. Je prends un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous injuriez une personne dans la vie courante, la répercussion n'est pas la même que lorsqu'on se retrouve sur ces plateformes-là, parce qu'en une fraction de seconde, ça sera partagé donc dans tout le monde entier. Donc, il s'agissait donc de réfléchir autour de cette question-là. Et il était également question de partager les expériences entre autorités de protection sur comment prévenir ou réprimer donc les infractions en lien avec les plateformes numériques. Et ensuite, il était également question de réfléchir ou d'échanger sur l'opportunité d'adopter un texte spécifique donc, qui va encadrer les réseaux sociaux en Afrique. On dit qu'à l'issue donc, de ces 2 jours de travaux, on ressort donc satisfait parce qu'il y a eu des résolutions. Et nous avons eu donc à notre côté un des géants de ce numérique-là qui est Facebook, qui a pu donc partager un certain nombre d'éléments ou sa politique en matière de protection des données à caractère personnel avec les participants. Et il y a eu également des résolutions qui ont été prises en ce sens, qui est donc qu'il faut renforcer la collaboration entre autorités de protection des données à caractère personnel et ces plateformes-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce sont des plateformes qui sont plus ou moins autonomes. Et si nous voulons donc gagner la bataille, il faut qu'on se rapproche de plus en plus donc, de ces plateformes-là pour échanger et trouver donc des solutions à nos problèmes. Alors vous avez bien dit 2 jours de travaux, 2 jours pour la conférence internationale donc sur cette question. Et puis il y a eu la journée consacrée à l'Assemblée générale du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent sur Watt FM que nous recevons aujourd'hui Kouliga Désiré Yamlogo, le directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Commission de l'informatique et des libertés. Nous parlons bien entendu de la protection de vos données personnelles. Quand vous allez sur Internet, tout ce que vous laissez comme trace, évidemment, doit être protégé, ce qui ne l'est pas souvent. Et sachez, avant que je ne donne la parole à juge Geoffroy, que selon une étude publiée fin avril 2023 sur les sites Meltwater et We Are Social, qui établit les rapports de force dans notre monde numérique, 147 millions de nouveaux internautes sont apparus dans le monde en un an seulement et la planète compte désormais 5,18 milliards d'utilisateurs, soit 65% de la population. Quant aux réseaux sociaux, ils totalisent 4,80 milliards d'utilisateurs, soulignant une progression annuelle de plus de 150 millions de personnes et embrassant donc les réseaux sociaux embrassent 60% de la population mondiale, ce qui est bien entendu énorme. Geoffroy Vara. Oui, c'est bien parce que vous dites que vous aviez Facebook qui était là, parce qu'on sait que c'est le réseau le plus usité, près de 3 milliards. Je pense qu'après vient YouTube. On va aller step by step sur ce que vous disiez comme étant les grands objectifs de la rencontre. Vous citiez d'abord la question d'informer les participants sur les conséquences de certaines applications, notamment l'intelligence artificielle et la biométrie sur les données personnelles. Quelles peuvent être justement ces conséquences-là? Bon, quand on dit intelligence artificielle, on se dit que chez nous ici on n'est pas trop encore développé, on n'est pas encore vers là-bas. Mais lorsqu'on nous parle de la biométrie, bon, on en entend parler quelquefois sans trop maîtriser de quoi il s'agit. Si ce n'est peut-être que ce soit un changement dans quelquefois les enregistrements qu'on a bien des cartes, c'est là le Burkinabé entend parler de biométrie. Donc, pour le reste, ça reste pas forcément connu des gens. Oui, il faut dire que la biométrie, c'est une modalité de collecte des données à caractère personnel et qui est encadrée effectivement par la loi. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui collectent nos empreintes digitales. Voilà. Et aujourd'hui, même pour s'identifier, on a souvent même besoin de l'iris. Tous ces éléments-là sont considérés comme étant de la biométrie. Et c'est encadré donc par la loi portant protection des données à caractère personnel. Et ces données sont considérées par cette loi-là comme étant sensibles. Parce qu'à travers, par exemple, votre iris, on peut arriver à identifier donc certaines maladies dont vous souffrez. Donc, on part donc d'un élément de base et il y a d'autres données qui sont collectées. Et pour collecter ces informations-là, il y a un régime assez rigide qui est soumis. Vous devez faire donc une autorisation
auprès de la Commission de l'informatique et des libertés. Et lorsqu'on reçoit ces dossiers-là, on apprécie en fonction de la finalité. Pourquoi vous voulez collecter ces informations? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je prends un exemple pour peut-être rentrer chez vous. Peut-être que vous avez besoin tout simplement d'une clé. Et si vous estimez, vous voulez donc passer à la biométrie, il faudra donc justifier que vous avez des informations qui sont assez sensibles et qui nécessitent donc que vous fassiez donc recours à cette technologie-là. Donc on apprécie au cas par cas et on essaie donc de donner des avis. Et on essaie également de nous assurer en tant qu'autorité de protection, puisque la mission principale c'est de veiller à ce que cette technologie-là ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées. C'est aujourd'hui, quand on parle de biométrie, d'empreintes digitales et autres, il y en a qui ne peuvent pas se soumettre à cet exercice-là. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas se soumettre à l'exercice ou à la collecte des empreintes. Il faut, dans le processus de mise en place de ce traitement-là, tenir compte de ces personnes-là et développer un mécanisme alternatif qui vont leur permettre également d'accéder aux services concernés. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous apprécions lorsqu'une structure veut mettre en place la biométrie. D'accord. C'est bien, mais lorsqu'on parle de ce secteur-là, ce qu'on remarque, pour les profanes et ceux qui se racontent, vous allez peut-être nous préciser les choses, c'est que souvent vous avez des applications, des éléments qui vous sont donnés, mais vous avez comme l'impression que, en fait, votre profil est fait petit à petit selon l'utilisation que vous faites, et quelquefois même ce sont des publicités qui vous sont destinées au regard du type d'utilisateur que vous êtes. C'est comme si il y a des renseignements qui sont collectés sur vous sans que vous ne le sachiez vraiment, qui sont traités et vendus, et ceux qui sont intéressés par votre profil viennent vous proposer ce qui pourrait vous intéresser. On a l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que là aussi c'est des choses qui sont jugulées? On se dit, bon, il y a des limites, il y a des barrières jusqu'aux renseignements qui sont collectés sur nous qui sommes des utilisateurs, quelquefois pas forcément concernés par l'information qu'il y a derrière. Vous touchez donc du doigt une réalité, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez évoqué Facebook et bien d'autres plateformes, Meta maintenant, quand on parle donc de Facebook, on ne paye pas de l'argent pour pouvoir s'inscrire sur ces plateformes-là. Pourtant, aujourd'hui, ce sont des plateformes qui sont cotées en bourse à des coûts de milliards et autres. Et il faut se poser la question, comment est-ce que ces plateformes-là arrivent à se faire donc autant d'argent? C'est à travers donc la collecte des informations que nous mettons sur ces plateformes délibérément, parce que lorsque vous voulez inscrire à une plateforme, alors il y a les conditions d'utilisation qui sont là. On vous dit clairement, peut-être pas dans un langage assez accessible, mais on vous dit clairement donc quelle destination donc est réservée aux données que vous mettez sur ces plateformes. Donc il revient à chacun donc de parcourir et en fonction donc de ce qui est dit, d'accepter ou tout simplement donc de refuser son inscription. Et comme vous le dites, aujourd'hui, l'actualité, donc, j'ai constaté que sur Facebook, par exemple, il y a peut-être un challenge où les gens s'inscrivent et après, on vous dit, voilà, votre visage ressemble au visage donc d'un président, ou votre destination, c'est un président. C'est que la plupart des personnes oublient ou ne savent pas, c'est que c'est une façon, en réalité, de collecter vos informations. On vous incite, à travers ce jeu-là, à fournir le maximum donc d'informations vous concernant. Sinon, si j'ai besoin d'être un président, c'est ma détermination, c'est ma vision et c'est mon comportement qui va me conduire à un certain moment à atteindre cet objectif-là. Je n'ai pas besoin d'aller sur une plateforme pour m'inscrire et demander donc à cette plateforme-là de me donner un peu qu'est-ce qu'il me réserve donc dans le futur et autres là. Donc, ici, il faut appeler donc au bon sens même des populations. Lorsque ce n'est pas nécessaire, lorsque la donnée en question n'est pas nécessaire, alors ne souscrivez pas en réalité. Je prends un exemple. Pour ouvrir un compte bancaire, il y a un minimum d'informations que je dois fournir. Ça, c'est légitime parce que je veux avoir accès aux services. Et les informations qui sont collectées sont également nécessaires parce que ça va permettre à la banque en question de pouvoir suivre mon compte et de me fournir le maximum de services. Mais là également, il faut faire très attention.
qu'est-ce qu'on on a besoin à ce niveau? Est-ce qu'on a besoin donc de demander, par exemple, mes origines raciales? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de demander mon régime matrimonial? En fonction donc de ces éléments-là, nous pouvons apprécier. Et la loi nous donne la possibilité de nous opposer à la collecte de certaines informations qualifiées donc de sensibles. Donc, il y a donc des institutions, il y a une loi qui existe et qui protège les personnes, mais il faut aussi que nous-mêmes, nous nous protégeons. Parce que la première protection commence par l'individu lui-même. L'institution n'est là que juste pour accompagner, en réalité. Alors, vous avez donné l'exemple tout à l'heure et on a pu remarquer que récemment, en tout cas ces derniers jours, sur Facebook, pullulent des publications de personnes qui indiquent donc à quoi ressemblerait, à quelle profession correspond ton visage, etc. Ce que vous dites, c'est que c'est peut-être dangereux de faire ça, et de chercher à savoir et ensuite de le publier sur sa page Facebook. Oui, la question qu'il faut se poser lorsqu'on voit ces types d'applications-là, c'est qu'est-ce que l'auteur gagne en nous proposant ce service-là? Parce que c'est gratuit. Mais pour pouvoir jouer au jeu, on va vous demander un certain nombre d'informations. Il faut qu'on se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on fait donc de ces informations en arrière-plan? Et il se nourrit forcément donc de ces informations-là. Ce sont des informations qui sont utilisées à des finalités dont nous ignorons. Et comme autre finalité, donc, c'est la publicité ciblée, le profilage, et ainsi de suite. Voilà. Et qui sait encore, peut-être que c'est utilisé même pour nous surveiller, on n'en sait jamais. Donc, pour moi, tant que ce n'est pas nécessaire, il ne faut jamais donc, souscrire donc, à ce type donc, d'application-là. Et il faut faire très attention parce que le jeu dont on parle, le jeu en question de l'application a des conditions d'utilisation et tout est dit à l'intérieur. C'est qu'on fait de on ne prend souvent pas le soin d'aller lire toutes ces conditions d'application. Toujours dans la même veine, aujourd'hui, beaucoup de sites utilisent des cookies. Et on vous dit clairement que nous utilisons des cookies et que vous devez donc accepter ces cookies-là avant de pouvoir continuer ou de lire un certain nombre de données, d'articles, etc. ou d'informations. Ou bien vous continuez sans accepter. Il y a des sites qui tolèrent donc cette continuation sans accepter les cookies. Il y en a qui vous proposent donc un abonnement si vous ne passez pas par les cookies. Donc, quelle est la conduite à tenir de façon pratique pour les auditeurs qui nous écoutent et pour les téléspectateurs qui nous regardent? Alors, les cookies sont également une forme donc, de collecte de nos informations. Vous visitez un site. Ce site-là veut, à long terme, connaître vos centres d'intérêt. Parce que sur un même site, il peut y avoir plusieurs types d'informations. On veut à un certain moment savoir quel type d'information vous intéresse ou quel service, de façon générale, vous intéresse sur ce site-là. Et le principe en matière de protection des données à caractère personnel, c'est le consentement. Ça veut dire que le site en question devrait permettre à l'intéressé de décider si il souhaiterait donc être suivi ou pas. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des cookies qui sont obligatoires pour accéder à certains sites. Et on vous demande donc de paramétrer. Peut-être qu'on va vous dire donc que il y a un paramètre qui doit permettre tout simplement de suivre votre activité, mais on ne va pas récolter votre position, géolocalisation, on ne va pas récolter un certain nombre d'informations qui sont sensibles. Donc, une fois de plus, c'est également à nous, en réalité, en fonction de ce que nous recherchons comme information, de voir si nous souhaitons y aller ou pas. Mais ailleurs, ils sont arrivés réellement en Europe, ils sont arrivés réellement avec le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, à avoir une emprise sur ces sites-là et à les imposer une conduite donc à tenir. Ce qui n'est pas encore le cas ici, chez nous en Afrique. Oui, il faut le dire. Ouais. Il faut y travailler. Il faut y travailler, effectivement. Il faut y travailler. Aujourd'hui, nous recevons donc Kouliga Désiré Yameogo, il est directeur des affaires juridiques et du contentieux à la commission de l'informatique et des libertés. Nous parlons bien évidemment de la protection de nos données personnelles, de nos données à caractère personnel.
Geoffroy Vara. Oui, souvent l'utilisateur, c'est celui qui maîtrise le moins l'outil. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il peut causer avec sa famille, il peut causer avec des amis, c'est les facilités que cela lui offre. Derrière, il y a des enjeux qu'il ne maîtrise pas. Alors qu'il y a les professionnels que vous êtes, qui travaillaient dans la protection, dans notre protection, on va dire comme ça. Il y a la sensibilisation qui est évidemment un élément important, mais même au-delà de la sensibilisation, c'est comme la police, il faut veiller sur nous. Et quand on prend le cas, par exemple, je prends de l'Europe, je pense qu'il y avait eu il y a eu même au niveau de l'Union européenne, mais c'est parti de l'Allemagne, des éléments qui ont été rapportés sur Facebook concernant les caractères à données personnelles et qui faisaient que Facebook était d'abord en situation de concurrence très avantageux et on ne voulait pas qu'il puisse divulguer certaines informations parce que ça tuait un peu la concurrence. Et donc il y avait un débat, il y a un encadrement qui avait été entrevu sur la question. Quand on prend le cas des États-Unis, là même les procès sont légion sur la question de l'utilisation même des données. Parce que il y a ceux qui se saisissent, qui sont plus avertis de la question, qui se saisissent du dossier pour ne pas que ces réseaux-là soient plus puissants qu'on le veuille et que les masses qui sont dans l'utilitaire ne se retrouvent pas piégées et instrumentalisées. Mais ici, chez nous, on fait quoi ? Parce que vous êtes un réseau quand même, quoi qu'on dise, c'est depuis 2015, non, mais 2016 que vous êtes là, le réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Donc je me dis que sur ce chapitre, est-ce qu'il y a eu du travail qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Quelquefois ça a chauffé ou bien, ils sont rois ici. Ok, je commence d'abord par le plan interne. Pour dire que la commission de l'informatique et des libertés, qui est membre du réseau, a été créée effectivement en 2004 à travers l'adoption donc de la toute première loi au Burkina Faso. Et c'est à partir de 2007 qu'elle a été effectivement mise en place. Puisqu'il y a la consécration juridique et il y a la mise en place effective qui ne coïncide pas très souvent. Voilà. Et depuis sa création, c'est une institution qui travaille donc à assainir donc ce milieu-là, à travers notamment donc les campagnes de sensibilisation que vous avez mentionnées tantôt. Et Madame la Présidente a initié à partir de 2014, suite à une étude qui a révélé que la frange jeune de la population est celle donc qui est plus exposée au risque donc lié à l'utilisation de ces plateformes-là. Donc il y a un programme dénommé Éducation au numérique qui a été développé. Et ce programme-là permet donc de sensibiliser les élèves et étudiants sur les règles de cyberprudence. Comment tirer avantage de ces plateformes-là tout en évitant donc les dérives en réalité. Voilà. Et au-delà, nous avons entrepris une traduction de la loi. Vous avez parlé donc de la question de l'analphabétisme et autres. La loi a été traduite donc dans les différentes langues nationales. Et lors de nos sensibilisations, on sensibilise également en Moré, en Djoula et dans plusieurs autres langues pour permettre donc à cette population de base là de comprendre également les enjeux liés donc à la protection des données à caractère personnel. Ça, c'est ce qui se fait au plan national. Au plan international, je disais tantôt, le rôle du réseau, c'est de fédérer les forces des différents États. Voilà, afin donc que la voix de l'Afrique puisse être portée à un certain niveau. Parce que, c'est comme on le dit, Facebook aujourd'hui, ou Meta, est qualifié de 6e continent. Un seul État, tel que le Burkina Faso, ne peut rien donc, contre cette plateforme-là. Donc il faut aller en rang groupé pour pouvoir avoir plus d'impact et autres. Et je me rappelle très bien lorsque c'était en 2000 combien, lorsque WhatsApp a annoncé donc le changement donc de ses conditions d'utilisation, ce réseau-là a donné de la voix. Et WhatsApp a été invité lors donc d'une rencontre à s'expliquer donc devant les autorités de protection sur les implications liées donc au changement donc de ces conditions d'utilisation là. Et il y a donc des résolutions ou des recommandations donc qui ont été faites à l'endroit de cette plateforme-là. Mais aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que nous sommes jeunes en la matière. Pourquoi je le dis? L'Europe a commencé depuis, la France notamment, depuis 1978 avec la toute première loi liberté informatique. Et ils ont évolué. Ce n'est qu'en 2016 que le règlement général a été adopté. Et ce règlement général-là est entré en vigueur
en 2018. Donc, il y a quelque chose qui est fait, mais il faut aller donc progressivement en fédérant donc les intérêts. Quand on prenait donc le réseau africain des autorités de protection, on a 54 pays en Afrique, mais le réseau comptait donc jusqu'à la récente Assemblée générale 23 États. Ce qu'il faut dire qu'il y a un travail de fond qui mérite d'être fait. Il faut donc amener les États à légiférer sur la matière. Il faut donc les accompagner dans la mise en place d'autorités de protection. Il faut également inciter les États à souscrire aux différentes conventions internationales. Parce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a la convention de Malabo qui a été adoptée, je pense, depuis 2015. Et cette convention l'avait prévu le dépôt de 15 instruments de ratification pour pouvoir entrer en vigueur. Jusqu'à une période décente, ce n'est que récemment qu'on a pu avoir les 15 instruments. Parce qu'au niveau international, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on adopte un texte, on demande un minimum d'adhésion pour que ce texte-là puisse rentrer en vigueur. Et aujourd'hui, on a les 16 instruments de ratification, ce qui veut dire que cette convention va rentrer en vigueur cette année. Mais le Burkina ne l'a pas encore ratifié. Voilà. Nous avons fait un travail qui visait donc à amener le pays à ratifier. Le processus est certainement en cours. Et au-delà de cette convention, il devait permettre également de fédérer les énergies. Il y a la convention 108 du Conseil de l'Europe que nous devons également ratifier. Ça va permettre donc une coopération au plus haut niveau, ce qui va nous permettre donc d'avoir plus d'emprise sur ces plateformes-là. Voilà donc ce que je peux apporter comme élément de réponse. D'accord. Je vous remercie. Oui, c'était les enjeux et perspectives de la protection des données personnelles de la vie privée sur les plateformes numériques. C'est le thème donc de cette conférence internationale sur les données personnelles qui s'est tenue à Ouagadougou très récemment. Nous recevons à ce sujet Désiré Yameogo, qui est directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Commission internationale, à la Commission de l'informatique et des libertés. L'informatique et des libertés. Cette rencontre a permis, entre autres, de visiter en 3 panels le spectre de la problématique des données personnelles, les fondamentaux d'abord, ensuite les identifiants sectoriels, identifiants uniques, protection des données et protection des données sur les plateformes numériques. Il y a beaucoup d'utilisateurs, justement, des réseaux sociaux. Quels sont, vous l'avez déjà un peu souligné, mais de façon structurelle, quelles sont les erreurs à éviter par les utilisateurs de ces réseaux qui, justement, sont plutôt enclins à publier très rapidement une photo, je suis ici, je voyage, on met où on part. Alors, quelles sont les erreurs à éviter, en gros, dans l'utilisation des réseaux sociaux ? Alors, la toute première erreur à éviter quand on est sur un réseau social, c'est d'éviter donc de lier des amitiés avec des parfaits inconnus. Parce que dans le monde réel, c'est quoi? Quand je lie amitié avec une personne, c'est qu'on a des centres d'intérêt. Voilà. Ce qui m'amène naturellement donc à aller vers cette personne, c'est qu'on sera amené donc à se partager des idées ou à se partager donc un certain nombre de choses. Donc il faut éviter cela. Parce que sur ces plateformes-là, ce que je disais tantôt, ceux-là, les malfaiteurs qui étaient donc dans le monde réel, ils se sont donc également déportés sur ces plateformes-là. Et ce sont des astuces qu'ils utilisent très souvent pour pouvoir nous soutirer des informations. Je prends un exemple. Très souvent, vous allez voir une personne donc, qui vous demande amitié. Et on se rend compte que c'est très souvent une femme, une très belle femme d'ailleurs. La discussion s'enchaîne. Et à un certain moment, on vous demande donc est-ce qu'on peut aller sur WhatsApp? Je ne sais pas avoir votre numéro WhatsApp. Est-ce qu'on peut aller sur WhatsApp? Et sur WhatsApp, les discussions se poursuivent. Et après quelques temps, vous allez voir que cette personne va commencer à vous présenter donc des séances vidéo montrant donc ses parties intimes. Et si vous jouez le jeu, à un certain moment, elle vous demande également, bon, moi j'ai partagé donc assez avec vous, il faudrait également que vous aussi, pour qu'on puisse continuer, il faut faire la même chose, effectivement. Et lorsque vous vous hasardez donc à jouer à ce jeu-là, les informations que vous partagez sont collectées. La vidéo en réalité est enregistrée de l'autre côté, et juste après cette séance-là, vous allez avoir un lien, on vous dit non, j'ai ta vidéo. Soit tu m'envoies de l'argent ou je publie ça sur Facebook. Ce sont des cas que nous recevons. Chantage numérique, le cyberharcèlement. Donc c'est beaucoup de cas comme ça que nous recevons et qu'on essaie de traiter. Et l'autre élément, c'est que lorsque vous souscrivez
à un réseau social, parce que vous êtes sur un réseau social, l'adhésion est par principe, donc par défaut. J'ai créé ma page Facebook, par défaut c'est public. Ça veut dire que toutes les informations que je mets dedans sont censées être donc des informations publiques. Mais ce sont des réseaux qui nous permettent aujourd'hui de paramétrer. Et lorsque vous paramétrez, en ce moment, vous avez votre partie qui est considérée donc comme privée. Et en principe, dans un état de droit normal, lorsqu'une personne rentre dans cette partie privée-là et soutient des informations, c'est comme si elle violait donc votre intimité. Donc, vous dites par principe. Par principe. Chez nous, c'est comme ça ou bien... Oui, c'est comme ça. En principe, c'est comme ça. Parce que devant le juge, il peut donc aller dans ce sens. Voilà. Je veux comprendre. Vous dites par principe. Ce sont des données à caractère personnel. Ça, au moins, c'est clair. C'est ça. Si vous ne les avez pas verrouillées, c'est un problème qu'on les utilise ou... je dis, si vous ne les avez pas verrouillées, on peut les utiliser. On peut les utiliser Et là, vous n'aurez pas raison, c'est ça? Vous n'aurez pas raison, en principe. Mais ça c'est bien à savoir. Lorsque vous paramétrez votre compte, en ce moment, ça devient... Donc, vous avez votre partie privée qui est réservée à vous et à certains amis, exclusivement. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est également de savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. D'accord. Voilà. Il y a eu plusieurs condamnations et c'est que vous en avez eu connaissance. Et le code pénal qui a été révisé en 2019 a pris en compte donc plusieurs infractions sur les plateformes numériques. Donc aujourd'hui, c'est réellement de faire très attention lorsqu'on est sur ces plateformes-là, parce qu'on peut être interpellé à tout moment pour des actes que nous avons pu accomplir. Mais qu'est-ce qui revient très souvent en termes d'interpellation? Qu'est-ce qui revient très souvent en termes d'interpellation sur les réseaux sociaux? Oui, on a plusieurs types d'infractions. Vous avez très souvent, ce sont les discours d'appel à la haine et à la violence. Voilà, okay. Avec le contexte actuel, on assiste donc à la diffusion donc des discours d'appel et à la violence. Et aussi, il y a également la publication des fake news. Publication de fake news, soit par ignorance ou dans une intention donc d'attirer ou d'amener la population à agir dans un sens bien déterminé. On peut parler donc en ce moment donc de manipulation. Je sais qu'une information est fausse, mais je sais qu'en la publiant sur Facebook, je pourrais donc amener une population bien déterminée à agir dans un sens. Donc ça, c'est les intentions, donc c'est soit la personne ignore, soit elle veut donc atteindre un objectif bien déterminé. Et l'autre élément, donc, c'est la publication des vidéos intimes, voilà, que nous avons donc très souvent eu sur ces plateformes-là. Et là-dessus, d'ailleurs, il y a peut-être une question qui me vient, parce que tout ça, c'est pédagogique. Les gens ont l'impression que quand ils sont en cercle d'amis, c'est-à-dire dans un groupe, ce qu'ils se partagent est privé. Si ça sort, ça veut dire que, en fait, ils peuvent se partager tout et n'importe quoi tant que c'est dans un groupe. Est-ce qu'on peut tout partager dans un groupe sans que... Dans un groupe WhatsApp, par exemple, sans qu'on ne soit passible de poursuite. Parce qu'on se dit, on sait partager ça entre amis, moi je ne l'ai pas divulgué, c'est pas quelque chose que j'ai décidé de balancer sur ceci. Est-ce que là aussi, on peut avoir des problèmes? Oui, je commencerai par la responsabilité même de celui-là qui crée la plateforme. D'accord. Voilà. Lorsque vous créez une plateforme, vous êtes administrateur d'une plateforme, vous avez une double responsabilité. Et la première responsabilité, c'est de faire en sorte qu'une tierce personne ne vienne pas publier donc des informations illicites sur votre plateforme. Ce qui veut dire nécessairement que vous devez faire recours à une charte. Okay. Voilà, une charte qui définit de façon claire quels sont les objectifs recherchés par le groupe. Ça peut être un groupe d'amis du quartier où vous voulez peut-être atteindre un objectif. Il faut définir de façon claire les objectifs du groupe. Et lorsque vous avez connaissance d'une publication qui viole la loi, vous avez l'obligation tout de suite et maintenant de supprimer cette publication. Ça, c'est la première obligation. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de publication illicite sur la plateforme que vous avez créée. Et ensuite, vous-même, vous êtes astreint à cette obligation-là de ne pas diffuser des informations illicites sur cette plateforme. Voilà. Voici un peu cette responsabilité-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Et ça, c'est très intéressant. Et ça veut dire qu'il y a la responsabilité de l'administrateur, c'est-à-dire celui qui a créé le groupe, qui est engagé directement. Mais et ceux qui sont dans le groupe.
qu'ils repartagent. Non, pas forcément. Qui sont dans le groupe, qui ont vu quelque chose d'illicite et qui n'ont rien dit. Si d'aventure il y a un problème, ils sont aussi passibles de poursuite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le code pénal nous le permet. C'est-à-dire, nous sommes tous citoyens. Lorsqu'on a connaissance d'une infraction ou d'un fait donc attentatoire donc aux bonnes mœurs et autres, en tant que citoyen, nous avons l'obligation de signaler cela au procureur. Donc moi, en tant qu'administrateur ou même en tant que membre du groupe, si je vois une personne qui a un comportement contraire à la loi, je devrais pouvoir donc attirer l'attention des autorités sur ce comportement-là. Parce que ça commence donc par une publication dans un groupe et ensuite on partage et ça devient à un certain moment public. On se rappelle donc des audios qui ont été diffusés dans des groupes restreints et par la suite ça s'est retrouvé même sur Facebook. Et voilà, ce qui a entraîné donc certains dommages. Les hommages à éviter. On a encore quelques minutes pour parler des perspectives. Après cette conférence internationale et cette assemblée nationale et cette assemblée générale donc des réseaux africains qui s'occupent de la protection des données à caractère personnel, quelles sont les perspectives qui se dégagent, notamment pour notre pays, le Burkina, où on sait que l'utilisation des réseaux sociaux est assez importante et que souvent on n'a pas la bonne information et la bonne attitude qu'il faudrait adopter. Alors, à l'issue donc de la conférence, il y a eu quand même des recommandations qui ont été faites. Et comme recommandation, c'est d'accentuer la sensibilisation. C'est comme je l'ai dit au départ, la première protection commence par nous-mêmes. J'ai une vidéo intime ou malsaine dans mon téléphone. Lorsque c'est diffusé, l'autorité peut venir peut-être restreindre l'accès à cette vidéo, mais c'était à moi en réalité de prendre les dispositions pour que cette vidéo-là ne soit pas dans mon téléphone. Donc c'est d'éveiller les consciences, travailler donc à éveiller les consciences des populations sur la nécessité de protéger leurs données à caractère personnel. Ensuite, c'est de renforcer la collaboration avec les GAFAM. Aujourd'hui, on a des relations privilégiées avec Meta. Mais ce n'est pas le cas avec les autres plateformes. On a donc des plateformes comme TikTok, Instagram et ainsi de suite. Donc il faut travailler aussi à aller vers ces plateformes-là pour sceller des accords qui vont faciliter non seulement la prévention ou la gestion de certaines plaintes que nous recevons. Et aussi, au niveau international, c'est de ratifier certaines conventions. Je l'ai mentionné tantôt, la convention de Malabo a été adoptée depuis 2015 sur la protection des données et la cybercriminalité, mais jusqu'à présent, notre pays ne l'a pas encore ratifiée. C'est de travailler aussi à ratifier ces conventions-là et aussi à adhérer à la convention 108, qui est une convention universelle, en réalité. Voici un peu ce qui se dégage donc comme perspective. Alors, deux questions pratiques peut-être pour terminer. Par exemple, vous avez évoqué tantôt les vidéos ou les photos qu'on pourrait avoir dans son téléphone, les qu'on partage. Moi, je partage une photo, une vidéo avec un ami, juste dans une sorte d'intimité, d'amitié ou de fraternité. Celui-là le repartage dans un groupe ou le repartage à d'autres personnes. Qui est responsable de quoi en ce moment? Alors, je dirais donc que c'est en partageant la vidéo avec moi, je n'ai même pas le droit d'abord, en principe. Ça, c'est pour une question de protection personnelle. Une vidéo intime, en principe, on ne devrait pas la partager avec une tierce personne. Mais le mal est déjà fait. Vous l'avez partagé avec cette personne-là. Et cette personne également a l'obligation de ne pas diffuser cette vidéo-là sans votre consentement. Puisque c'est à travers mon consentement que j'ai voulu donc partager certains éléments avec vous, mais vous ne pouvez pas diffuser cela sans donc requérir mon consentement. Au risque vous parlez des vidéos intimes de ma personne que j'aurais par exemple dans mon téléphone. Et ces vidéos qui circulent sur les réseaux, vous avez parlé de TikTok, vous avez parlé d'Instagram, où on peut avoir des vidéos qu'on vous envoie, vous trouvez ça drôle ou marrant, et puis vous partagez avec un ami. Oui, si vous le faites, je dirais que vous violez la loi et en principe, si la personne... Parce qu'en la matière, il faut que la personne agisse. Voilà. Okay. C'est votre intimité qui est touchée, c'est votre vie privée qui est touchée. Lorsque vous ne déposez pas plainte, c'est difficile donc d'agir. Et aussi pour attirer l'attention
de certaines personnes. Moi, je suis sur ces plateformes-là. Je vois des gens qui font copie des discussions privées. Moi, j'ai échangé avec M. Voire. On a eu à discuter donc de certains éléments. Et par la suite, il copie cela, il met en statut pour dire que c'est contraire donc à la loi. Vous êtes en train de violer donc le secret de la correspondance. Parce que quand vous partez sur WhatsApp, on vous dit que c'est de A à B. C'est chiffré de bout en bout. Justement, c'est quand on dit c'est chiffré de bout en bout, on y croit ou on n'y croit pas? On doit y croire. On doit y croire. Ah, c'est chiffré du bout en bout. Les techniciens vous le diront qu'en principe, le canal là, c'est entre vous et moi. En principe, il ne devrait pas y avoir d'intrusion. Mais pour WhatsApp spécifiquement, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de flasher, d'utiliser WhatsApp web sur l'ordinateur. Si vous prenez le risque de laisser votre téléphone à la portée d'une personne, la personne peut être dupliquée. C'est-à-dire tout ce que vous recevez, elle peut également avoir accès. Donc c'est de faire très attention aussi à ceux-là qu'on confie très souvent à nos téléphones. C'est de prendre le temps donc d'avoir des mots de passe, de verrouiller son téléphone. Et j'ai pour habitude de le dire, le téléphone c'est comme une brosse à dents. Et chacun donc devrait avoir donc sa brosse à dents. Il faut donc faire attention et très attention avec les réseaux sociaux qui font partie de notre vie d'aujourd'hui et de demain. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité consacrée à la protection des données à caractère personnel en Afrique avec Kouliga Désiré Yaméogo, directeur des affaires juridiques et du contentieux à la commission de l'informatique et des libertés. Merci monsieur Yaméogo d'avoir honoré notre convocation et pour tous ces éclairages édifiants. Merci, Monsieur le Président. Ici, juge Voire. Merci au juge Geoffroy Vara qui a siégé pour cette ultime audience de la semaine. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Joël Eliou à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Reconnaissance renouvelée à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Et nous ne cessons de rendre hommage et de porter courage donc à nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.